Carl Jung a passé des décennies à étudier des individus aux vies extraordinaires et ceux qui vivaient dans une souffrance constante. Et il a découvert une chose qui change absolument tout. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent le destin de ces personnes, mais la manière dont elles pensent. Jung a identifié 7 schémas de pensée qui distinguent ceux qui maîtrisent leur propre existence de ceux qui sont contrôlés par les autres, par les événements, par leurs émotions. Et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous savez déjà que quelque chose doit changer. Votre inconscient essaie de vous alerter. Ce sentiment d'être piégé, que les choses vous arrivent toujours, mais jamais pour vous. Jung avait un nom pour cela. Je vais vous présenter ces 7 façons de penser que Jung enseignait. Ce n'est pas de la théorie philosophique abstraite. C'est une protection psychologique concrète. Car à l'instant où vous modifiez votre façon de penser, plus personne ne peut vous manipuler de la même manière. Aucune personne toxique ne peut vous déstabiliser. Aucune circonstance ne peut vous abattre. Et je sais ce que vous vous dites. Encore une vidéo de développement personnel qui promet la transformation. Mais voici la différence. Jung ne s'intéressait ni à la positivité toxique, ni à l'idée de prétendre que tout est facile. Il s'intéressait à la vérité brutale qui libère. Je vais vous donner un exemple concret avant de passer aux 7 façons de penser. Je connais une personne que j'appellerai Sophie. Sophie avait 34 ans et se sentait constamment épuisée émotionnellement. Dans toutes ses relations, le même schéma se répétait. Elle se donnait à fond, l'autre personne beaucoup moins. Elle offrait tout. L'autre personne recevait tout et en demandait encore plus. Et quand ça se terminait, Sophie se sentait toujours coupable. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû être meilleure. Au travail, même chose. Elle était la plus dévouée de l'équipe, mais se faisait toujours doubler pour les promotions. Des collègues moins qualifiés étaient promus, Sophie stagnait et l'explication qu'elle se donnait était toujours la même. Je ne suis pas assez bien, jusqu'à ce que Sophie commence une thérapie jungienne et lors de la 3e séance, la thérapeute lui a posé une question qui a tout changé. Avez-vous déjà pensé que le problème n'était peut-être pas que vous n'êtes pas assez bien, mais que vous pensez comme une victime au lieu de penser comme une actrice de votre vie? Sophie est restée silencieuse, parce que cela touchait quelque chose qu'elle n'avait jamais verbalisé, mais qu'elle avait toujours ressenti. Cette sensation que la vie lui arrivait, et non qu'elle la construisait. Ce schéma de pensée selon lequel elle était toujours en train de réagir et jamais d'agir. Et c'est là qu'elle a appris la première des 7 façons de penser que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais avant de passer à la première, je dois vous faire comprendre une chose que Jung a découverte et qui change tout. La plupart des gens vivent en mode pilote automatique mental. Ils ne choisissent pas comment penser. Ils ne font que répéter les schémas de pensée qu'ils ont appris dans l'enfance, qu'ils ont absorbés de la culture, qu'ils ont hérité de traumatismes. Jung appelait cela « vivre dans l'inconscient ». Et quand vous vivez dans l'inconscient, vous n'avez pas de véritable contrôle sur votre vie, parce que vos pensées vous contrôlent au lieu que vous contrôliez vos pensées. Et voici la partie qui m'impressionne le plus dans le travail de Jung. Il ne vous dit pas de simplement penser positivement. Il vous enseigne à penser avec conscience, à amener l'inconscient à la lumière. Et c'est là que la transformation réelle se produit. Les 7 façons de penser que je vais vous montrer maintenant sont exactement cela. Des moyens de mettre en lumière des schémas automatiques qui sabotent votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et je vous préviens, certaines de ces façons de penser vont vous déranger. Elles vont remuer des choses que vous préféreriez ne pas affronter, parce que c'est la nature du travail jungien. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Première façon de penser. Penser en termes de responsabilité totale au lieu de victimisation. Il ne s'agit pas de culpabilité,
il s'agit de pouvoir. Jung enseignait quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Tant que vous vous voyez comme une victime des circonstances, des autres, du passé, vous abandonnez tout votre pouvoir à l'extérieur de vous, parce que si la faute est toujours externe, la solution l'est aussi toujours, et vous attendez que les gens changent, vous attendez que les circonstances s'améliorent, vous attendez, et votre vie passe. Maintenant, écoutez ce qui se passe quand vous passez à une pensée de responsabilité totale. Vous cessez de vous demander pourquoi cela m'est arrivé. Et vous commencez à vous demander ce que je vais faire de ce qui s'est passé. Vous cessez de dire « cette personne m'a blessé » et vous commencez à dire « j'ai permis à cette personne d'avoir ce pouvoir sur moi. Et maintenant, je vais retirer cette permission. » Vous cessez de penser en termes d'injustice et vous commencez à penser en termes d'action. Laissez-moi vous donner un exemple brutal de la façon dont cela fonctionne. Sophie, la femme dont je vous ai parlé au début. Quand elle est passée à une pensée de responsabilité totale, elle a dû affronter quelque chose de douloureux, qu'elle n'était pas victime de partenaires narcissiques. Elle était quelqu'un qui choisissait des partenaires narcissiques parce que quelque chose en elle croyait qu'elle devait se sacrifier pour être aimée. C'est un concept de Jung. Elle projetait son propre rejet intérieur sur d'autres personnes et essayait ensuite de guérir ce rejet à travers l'approbation de ces personnes. Et bien sûr, cela ne fonctionnait jamais, parce que la blessure était à l'intérieur d'elle. Au moment où Sophie a assumé la responsabilité totale, non pas de la toxicité de ses partenaires, mais du choix de rester avec eux, tout a changé. Elle a cessé d'essayer de réparer les relations toxiques et a commencé à guérir la blessure intérieure qui l'attirait vers ces relations. C'est une pensée d'actrice de sa vie. C'est un pouvoir réel. Et voici la partie que Jung soulignait toujours. La responsabilité totale ne signifie pas que tout est de votre faute. Cela signifie que tout est votre choix. Comment vous interprétez ce qui se passe? Comment vous réagissez? Quelles limites vous fixez? Quelles personnes vous autorisez dans votre vie? Ce sont des choix. Et quand vous pensez en termes de choix, au lieu d'être une victime des circonstances, vous récupérez votre pouvoir. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais que se passe-t-il quand des choses réellement injustes arrivent? Et quand vous êtes réellement victime d'abus, de trahison, d'injustice? Jung ne niait pas que ces choses existent, mais il enseignait quelque chose de crucial. Vous pouvez être victime d'un événement sans devenir une identité de victime. L'événement vous est arrivé, mais il ne définit pas qui vous êtes. Et au moment où vous séparez ce qui s'est passé de qui vous êtes, vous récupérez le pouvoir de décider qui vous allez devenir à partir de cela. Deuxième façon de penser, pensez en observant sans juger au lieu de réagir émotionnellement. C'est ici une protection psychologique pure. Jung enseignait que la plupart des gens ne voient pas la réalité. Ils voient leur projection sur la réalité. Ils voient à travers des filtres émotionnels, des croyances anciennes, des traumatismes non guéris, et c'est pourquoi ils sont facilement manipulés. Parce que les manipulateurs exploitent exactement cela. Explorons ensemble ces réactions émotionnelles automatiques. Laissez-moi vous montrer comment cela se manifeste concrètement. Prenons l'exemple de quelqu'un au travail qui a constamment des remarques ambiguës à votre égard, des compliments empoisonnés. « Oh, tu es tellement dévoué, tu n'as presque plus de vie personnelle, n'est-ce pas ?» Ou encore « Tu as obtenu ce projet. Quelle surprise! Je pensais qu'il le donnerait à quelqu'un de plus expérimenté. » Ces commentaires vous affectent. Ils vous déstabilisent, vous irritent, vous rendent insécure et vous réagissez émotionnellement. Vous essayez de vous défendre, de vous justifier, de prouver votre valeur. Et plus vous réagissez, plus cette personne a de pouvoir sur vous.
C'est un cercle vicieux. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque vous adoptez une pensée d'observation sans jugement. Vous entendez le même commentaire, mais au lieu de réagir immédiatement, vous observez. Vous remarquez l'irritation qui monte en vous. Vous notez l'impulsion de vous défendre. Et vous observez simplement ces impulsions sans agir. Carl Jung appelait cela créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cet espace que réside toute votre liberté. Lorsque vous observez sans réagir, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à voir des motifs. Vous remarquez que cette personne fait toujours ses commentaires quand d'autres personnes sont présentes. Vous remarquez qu'elle agit ainsi avec plusieurs personnes. Pas seulement avec vous. Vous commencez à voir le comportement pour ce qu'il est réellement, pas un reflet de votre valeur, mais une manifestation de l'insécurité de cette personne, une tentative de se sentir supérieur en rabaissant les autres. Jung expliquerait cela comme une projection de l'ombre. La personne projette sur vous ce qu'elle n'accepte pas en elle-même. Et quand vous voyez cela avec clarté, sans réaction émotionnelle, vous gagnez le choix. Vous pouvez choisir de ne pas participer à ce jeu. Vous pouvez choisir de répondre avec une indifférence polie, ou avec humour, ou simplement ne pas répondre. Parce que maintenant, vous opérez à partir d'un lieu de conscience, pas de réaction automatique. Et ça, c'est le pouvoir. Jung avait une phrase à ce sujet. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Quand vous réagissez émotionnellement sans observer, vos schémas inconscients vous contrôlent. Quand vous observez sans juger, vous apportez la conscience, et avec la conscience vient le choix. Troisième façon de penser. Pensez à intégrer votre ombre au lieu de la nier. C'est peut-être la forme la plus puissante de toutes, et celle qui fait le plus peur, parce qu'elle exige que vous regardiez des parties de vous-même que vous préféreriez ne pas voir. Jung a découvert que chaque personne a ce qu'il appelait l'ombre. Ce sont tous les aspects de vous-même que vous rejetez, que vous réprimez, que vous niez qu'ils existent. Et plus vous niez l'ombre, plus elle a de pouvoir sur vous. Parce qu'elle ne disparaît pas parce que vous faites semblant qu'elle n'est pas là. Elle opère dans votre inconscient, sabotant vos relations, sabotant vos choix, sabotant votre vie. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de la façon dont l'ombre non intégrée ruine des vies. Prenons une personne qui s'enorgueillit d'être toujours calme, toujours compréhensive, toujours patiente. Elle nie complètement qu'elle a de la colère. La colère, c'est mal. La colère, c'est laid. Je ne suis pas comme ça. Alors elle réprime toute la colère qu'elle ressent. Et que se passe-t-il? La colère non intégrée s'échappe de manière destructive. Elle sabote passive-agressivement. Elle tombe malade avec des maladies psychosomatiques. Elle explose à des moments inappropriés de manière disproportionnée. Parce que l'ombre non intégrée trouve toujours un moyen de s'exprimer. Et toujours de manière destructive. Ou encore, la personne qui se voit comme totalement altruiste, toujours aidant les autres, toujours se sacrifiant. Elle nie complètement qu'elle a des besoins égoïstes. L'égoïsme, c'est mal. Je ne suis pas comme ça. Alors elle réprime tous ses besoins genuines. Et que se passe-t-il? Elle devient une martyre ressentie. Elle aide les autres, mais secrètement se ressent d'eux. Elle se sacrifie, mais après cobre émotionnellement. Parce que les besoins non intégrés virent à la manipulation inconsciente. Jung enseignait que la solution n'est pas de devenir ces parties sombres, c'est de les intégrer consciemment. C'est reconnaître que vous avez de la colère. Et que la colère, lorsqu'elle est intégrée, devient la capacité d'établir des limites, de se défendre, de dire non. C'est reconnaître que vous avez des besoins égoïstes et que l'égoïsme sain, intégré, devient l'auto-soin, l'auto-préservation, la capacité de recevoir. Quand vous intégrez l'ombre, vous devenez entier. Et quand vous êtes entier, vous devenez beaucoup plus difficile à manipuler.
Parce que les manipulateurs exploitent exactement vos parties non intégrées. Ils exploitent votre colère réprimée en vous provoquant jusqu'à ce que vous explosiez et ayez l'air fou. Ils exploitent vos besoins niés en vous donnant des miettes de validation et en vous maintenant accro. Ils exploitent votre ombre contre vous. Mais quand vous intégrez votre ombre consciemment, ces jeux ne fonctionnent plus. Vous reconnaissez votre colère et l'exprimez de manière saine avant qu'elle ne s'accumule. Vous reconnaissez vos besoins et les communiquez directement sans honte. Vous devenez psychologiquement invulnérable d'une manière qu'aucune technique de défense externe ne peut vous donner. Et voici la partie la plus profonde du concept d'ombre que Jung enseignait. Ce n'est pas seulement d'intégrer vos parties négatives, c'est de reconnaître que vous réprimez aussi vos parties positives. Il y a des gens qui répriment leur propre intelligence parce qu'on leur a appris à ne pas se démarquer, qui répriment leur propre beauté parce qu'on leur a appris que la vanité c'est mal, qui répriment leur propre ambition parce qu'on leur a appris que c'est de l'égoïsme. Et toutes ces parties réprimées, positives ou négatives, forment l'ombre, et toutes doivent être intégrées pour que vous deveniez qui vous êtes vraiment. Jung appelait ce processus d'individuation. Devenir un individu complet, au lieu d'une persona fragmentée essayant de plaire aux autres, et il est impossible d'avoir une vie pleine, des relations saines ou une force psychologique réelle sans faire ce travail d'intégration de l'ombre. Quatrième façon de penser. Penser en termes d'individuation au lieu de conformité aveugle. Cela se connecte directement avec ce que je viens de dire sur l'ombre. Jung a découvert que la plupart des gens ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent des vies qui ont été programmées pour être vécues par la famille, par la société, par la culture. Ils portent des masques, des personas, et ils vont tellement profondément dans ces personas qu'ils oublient qui ils sont vraiment en dessous. Jung enseignait que c'est une forme de mort en vie. Vous êtes vivant biologiquement, mais mort psychologiquement. Parce que vous avez tué votre vrai self pour vous adapter aux attentes externes. Et voyez comment cela se manifeste concrètement. Il y a quelqu'un qui a choisi une carrière parce que c'était ce que ses parents voulaient, qui s'est marié avec quelqu'un parce que c'était ce que la société attendait, qui vit une vie entière à essayer de paraître réussi aux yeux des autres, alors qu'à l'intérieur, il est vide. Cette personne vit une vie de conformité, pas d'individuation. Et voici le danger brutal de la conformité que Jung a souligné. Quand on vit pour plaire aux autres, pour se fondre dans la masse, pour être accepté, on devient extrêmement vulnérable à la manipulation. Parce que les manipulateurs savent exactement quel bouton activer. Ils savent que vous avez besoin d'approbation. Ils savent que vous avez peur du rejet. Ils savent que vous allez vous trahir vous-même pour maintenir la paix. Et ils exploitent cela sans piété. Mais quand vous passez à une pensée d'individuation, tout s'inverse. L'individuation signifie devenir qui vous êtes vraiment, pas qui on vous a programmé pour être. Cela signifie remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné et décider consciemment ce que vous croyez vraiment. Cela signifie avoir le courage de décevoir les gens si cela signifie être fidèle à vous-même. Et cela, Carl Jung disait, est le travail le plus difficile et le plus important d'une vie. Sophie, cette femme du début, est passée par là. Elle a toujours été la fille parfaite. Elle a étudié la filière que ses parents voulaient. Elle a travaillé dans le type d'entreprise qui impressionnait la famille. Elle s'habillait de façon conservatrice pour ne pas faire de vagues. Mais à l'intérieur, elle était en train de mourir, jusqu'à ce qu'elle commence le processus d'individuation. Et les premiers choix authentiques qu'elle a faits ont été terrifiants. Elle a quitté son emploi dans une grande entreprise pour ouvrir un atelier d'art. Elle s'est coupé les cheveux courts, comme elle l'avait toujours voulu, mais n'avait jamais eu le courage. Elle a mis fin à une relation qui était approuvée par tous, mais l'étouffait. Et vous savez ce qui s'est passé?
Les gens ont été choqués, certains membres de la famille ont été offensés, certaines amitiés se sont révélées conditionnelles et ont pris fin. Mais pour la première fois de sa vie, Sophie se sentait vivante. Parce qu'elle vivait sa vie, pas la vie que les autres voulaient qu'elle vive. Et une chose intéressante a commencé à se produire. Les personnes toxiques ont naturellement quitté sa vie. Parce que les personnes toxiques ne peuvent contrôler que ceux qui vivent dans la conformité. Quand vous vivez en individuation, quand vous êtes ferme dans ce que vous êtes, la manipulation ne fonctionne pas. 5e façon de penser. Pensez à travers votre inconscient. Au lieu de seulement par la logique rationnelle, celle-ci va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. On vous a enseigné que vous deviez ignorer vos instincts, que vous deviez être rationnel, que les sentiments et les intuitions ne sont pas fiables. Carl Jung a découvert l'exact opposé, que votre inconscient perçoit des choses que votre esprit conscient ne peut pas traiter, que votre intuition vous envoie des informations cruciales tout le temps. Et que lorsque vous ignorez ces informations, vous vous mettez en danger. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un et avez eu une sensation étrange, mais l'avez ignoré parce que cela semblait irrationnel? Combien de fois votre corps vous a-t-il donné des signes de malaise près d'une personne, mais vous avez ignoré parce que cela n'avait pas de logique? Et combien de ces fois avez-vous découvert plus tard que vous auriez dû faire confiance à ce premier instinct? Carl Jung enseignait que votre inconscient traite constamment des micro-expressions faciales, le ton de la voix, le langage corporel, les schémas comportementaux, des choses que votre esprit conscient ne remarque pas. Et quand quelque chose ne va pas, votre inconscient vous avertit à travers des sensations inconfortables, à travers des rêves perturbateurs, à travers cette voix intérieure qui dit « quelque chose ici n'est pas juste ». Le problème est que la plupart des gens ont été formés pour se méfier de cette voix intérieure, pour la rationaliser. Il semble si gentil, pourquoi serais-je mal à l'aise? Elle est tellement louée par tout le monde, pourquoi aurais-je cette sensation étrange? Et alors vous ignorez, et des mois plus tard, ou des années plus tard, le masque tombe, et vous réalisez que votre inconscient avait raison tout le temps. Penser à travers l'inconscient signifie faire attention à ses sensations. Cela ne signifie pas agir impulsivement sur tous les sentiments. Cela signifie prendre au sérieux quand quelque chose à l'intérieur de vous signale un danger. Même si vous ne pouvez pas expliquer logiquement pourquoi, Carl Jung avait une phrase à ce sujet. Votre inconscient sait, mais vous devez apprendre à écouter. Et voici la partie pratique. Comment différenciez-vous l'intuition véritable de l'anxiété irrationnelle ou de la paranoïa? Carl Jung enseignait que l'intuition véritable a certaines caractéristiques. Elle est calme, pas frénétique. Elle est consistante, pas aléatoire. Elle persiste même lorsque vous essayez de la rationaliser et elle vous protège, toujours, ne vous attaque jamais. L'anxiété irrationnelle vous dit que tout le monde vous juge, que vous allez échouer à tout, que rien ne va marcher. L'intuition véritable vous dit spécifiquement « cette personne n'est pas fiable, ce chemin n'est pas le vôtre, cette situation a besoin d'attention ». Vous sentez la différence quand vous apprenez à faire attention. 6e façon de penser. Pensez en termes d'authenticité. Au lieu de maintenir la persona à tout prix, cela se connecte directement à l'individuation, mais va plus en profondeur dans le quotidien. La persona est le masque social que vous portez. Carl Jung ne disait pas que la persona est mauvaise. Vous avez besoin d'un certain niveau d'adaptation sociale. Le problème est quand la persona devient votre identité, quand vous êtes tellement occupé à maintenir l'image que vous oubliez qui vous êtes vraiment en dessous. Et voyez comment cela se manifeste. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir une conversation authentique parce qu'ils sont toujours en train de jouer un rôle. Toujours en train de dire ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. Toujours en train de projeter l'image de succès, de bonheur, de contrôle. Mais à l'intérieur, ils sont vides, épuisés.
parce que maintenir une persona consomme une énergie brutale. Et voici le danger que Carl Jung a alerté. Plus vous investissez dans la persona, plus vous devenez vulnérable, parce que maintenant vous devez protéger cette image à tout prix. Et les manipulateurs savent exploiter cela. Ils menacent votre réputation, ils exposent vos faiblesses, ils vous maintiennent en otage de l'image que vous avez construite. Mais quand vous passez à une pensée d'authenticité, vous vous libérez de cette prison. L'authenticité ne signifie pas manquer de respect aux autres ou être inapproprié. Cela signifie être véritable. Cela signifie admettre quand vous ne savez pas quelque chose, au lieu de faire semblant de savoir. Cela signifie montrer de la vulnérabilité quand cela est approprié, au lieu de toujours faire semblant d'être fort. Cela signifie exprimer un désaccord quand cela est nécessaire, au lieu de toujours être d'accord pour plaire. Et quand vous êtes authentique, quelque chose d'intéressant se produit. Les bonnes personnes s'approchent, parce que l'authenticité attire l'authenticité, et les mauvaises personnes s'éloignent. Parce que les personnes toxiques se nourrissent de personas fausses qu'elles peuvent manipuler, les personnes authentiques sont insurmontables pour elles. Sophie a dû apprendre cela à la dure. Elle avait une amie qui semblait parfaite, toujours encourageante, toujours disponible. Mais Sophie sentait qu'elle devait toujours être positive près de cette amie, qu'elle ne pouvait pas montrer de faiblesse ou de doute, parce que les rares fois où elle l'a fait, l'amie l'a utilisé contre elle plus tard, de façon subtile, dans des commentaires passifs-agressifs, dans des commérages déguisés en inquiétude. Quand Sophie a commencé à être authentique, l'amitié n'a pas survécu, parce que ce n'était pas une amitié réelle, c'était une performance mutuelle, et quand l'une des parties cesse de performer, la dynamique entière s'effondre. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. 7e façon de penser. Considérez les limites psychologiques comme une nécessité, et non comme de l'égoïsme. C'est cela qui transforme radicalement les relations. Carl Jung enseignait qu'on ne peut avoir des relations saines sans limites fermes. Et les limites ne sont pas des murs, ce n'est pas du rejet, ce sont des définitions claires, de là où vous vous arrêtez et où l'autre commence, de ce qui relève de votre responsabilité et de ce qui n'en relève pas, de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas. Mais la plupart des gens ont été conditionnés à voir les limites comme quelque chose de mauvais, comme un manque d'amour, comme de l'égoïsme. Alors ils vivent sans limite. Et ils en paient un prix brutal, épuisement émotionnel, relations toxiques, exploitation constante. Parce que sans limite, vous devenez responsable des émotions de tout le monde, disponible pour tous, sacrifiant vos besoins pour ceux de tout le monde. Et les manipulateurs adorent les gens sans limite, parce qu'ils sont faciles à exploiter. Vous établissez une limite, et ils vous font sentir coupable. Tu es tellement égoïste. Je pensais que tu tenais à moi, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et si vous ne considérez pas les limites comme une nécessité psychologique, vous cédez, vous revenez en arrière, vous vous sacrifiez de nouveau, et le cycle continue. Quand vous changez votre façon de penser et considérez les limites comme une nécessité, tout change. Vous arrêtez de vous sentir coupable de dire « non ». Vous arrêtez de vous expliquer excessivement quand vous établissez une limite. Vous affirmez simplement « je ne suis pas disponible à ce moment-là. Je ne vais pas discuter de ce sujet. Je n'accepte pas ce genre de traitement. » Et vous restez ferme, même quand l'autre personne essaie de vous faire céder. Carl Jung expliquerait cela comme une protection de votre processus d'individuation, parce que sans limite, d'autres personnes envahissent votre espace psychologique et vous empêchent de devenir qui vous êtes réellement. Elles projettent leurs attentes sur vous, leurs besoins non satisfaits, leurs peurs. Et si vous n'avez pas de limite ferme, vous absorbez tout cela et vous vous perdez. Sophie a appris à établir des limites pour la première fois à 35 ans. Et c'était terrifiant au début. Elle se sentait égoïste, cruelle, mauvaise, parce que le conditionnement était fort. Mais elle a persisté, et quelque chose de miraculeux s'est produit. Les relations toxiques
ont naturellement pris fin. Parce que les personnes toxiques ne respectent pas les limites. Elles s'en vont quand vous établissez des limites fermes. Et ce n'est pas une perte, c'est une protection automatique. Et les relations saines se sont améliorées. Parce que les personnes saines respectent les limites. Elles apprécient même les limites, parce que les limites créent de la clarté, de la sécurité, du respect mutuel. Quand vous savez où sont les limites de l'autre, vous pouvez vous relier de façon authentique, sans crainte d'envahir ou d'être envahi. Maintenant, vous venez d'apprendre 7 façons de penser que Carl Jung a mis des décennies à étudier. Des façons qui peuvent vous protéger d'années de souffrance avec des personnes toxiques. Des façons qui peuvent transformer complètement votre vie. Ce type de contenu dérange beaucoup de gens. Les personnes toxiques ne veulent pas que vous sachiez cela. Les manipulateurs détestent quand leurs victimes apprennent à penser différemment. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de protection collective. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette information vaut de l'or ». Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à enseigner ce que la plupart ne veulent pas que les gens apprennent. Continuez à donner du pouvoir. Toute contribution, peu importe le montant, finance davantage de contenu qui libère au lieu de manipuler. Vous n'êtes plus victime de schémas inconscients. Vous êtes quelqu'un qui choisit comment penser. Et cela change tout. Laissez-moi résumer ces 7 façons de penser d'une manière que vous pouvez utiliser comme une checklist mentale. Premièrement, pensez-vous en termes de responsabilité totale ou de victimisation? Deuxièmement, observez-vous sans juger ou réagissez-vous automatiquement? Troisièmement, intégrez-vous votre ombre ou niez-vous des parties de vous-même? Quatrièmement, vivez-vous dans l'individuation ou dans la conformité aveugle? Cinquièmement, écoutez-vous votre inconscient ou ignorez-vous votre intuition? Sixièmement, êtes-vous authentique ou maintenez-vous un persona faux? Septièmement, établissez-vous des limites saines ou laissez-vous les autres envahir votre espace psychologique? Ces 7 questions sont une protection pratique. Utilisez-les quand vous êtes en doute sur une situation, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, mais que vous ne parvenez pas à identifier quoi. Quand vous envisagez une décision importante, quand vous traitez avec quelqu'un qui vous met mal à l'aise, ces façons de penser sont comme un système de défense psychologique que Carl Jung vous a donné. Et voici ce qui va se passer quand vous commencerez à appliquer cela. Au début, ce sera inconfortable, parce que vous changez des schémas qui sont là depuis des années, peut-être des décennies. Dans votre inconscient, les gens vont réagir, certains vont vous tester. Certains vont être offensés, certains vont même vous accuser d'avoir changé en mal. Et dans un certain sens, vous avez changé. Vous êtes passé de quelqu'un de facile à manipuler à quelqu'un de difficile à tromper, de quelqu'un qui s'adapte à tout prix à quelqu'un qui maintient son authenticité, de quelqu'un sans limite à quelqu'un qui se protège. Et les personnes qui restent dans votre vie après ces changements, ce sont les bonnes personnes. Parce qu'elles respectent qui vous êtes réellement. Elles n'ont pas besoin que vous vous sacrifiez pour être avec elles. Elles ne se sentent pas menacées par votre individuation. Ce sont les relations qui valent la peine. Carl Jung avait une vision sur le but de la vie qui change tout. Il disait que le but n'est pas d'être heureux au sens superficiel. Le but est de devenir conscient. C'est d'apporter de la lumière dans l'inconscient. C'est d'intégrer l'ombre. C'est de réaliser l'individuation. C'est de devenir qui vous êtes né pour être avant d'être programmé pour être autre chose. Et quand vous faites cela, quand vous pensez de ces 7 façons, quelque chose d'intéressant se produit. Vous n'êtes peut-être pas heureux tous les jours, mais vous êtes vraiment vivant. Vous vivez votre vie, pas la vie que les autres ont projetée sur vous. Sophie a aujourd'hui 39 ans, 5 ans après avoir commencé ce travail. Et si vous lui demandez si elle est plus heureuse, elle vous dira que la question est mal posée, elle est plus réelle, plus entière,
plus libre. Elle n'a besoin de l'approbation de personne pour savoir qu'elle va bien. Elle ne se sent plus contrôlée par les opinions des autres. Elle établit des limites sans culpabilité. Elle fait confiance à son intuition. Elle vit de façon authentique. Et oui, cela a apporté une paix intérieure qu'un bonheur superficiel ne pourrait jamais apporter. Alors, combien de ces 7 façons de penser utilisez-vous déjà dans votre vie? Commentez le nombre de 0 à 7, sans jugement, juste une connaissance de soi réelle, parce que savoir où vous en êtes est la première étape pour arriver là où vous voulez être. Et si vous avez reconnu que vous devez travailler certaines de ces façons, bienvenue au club. Nous sommes tous dans ce voyage. La différence est que maintenant vous avez une carte. Carl Jung vous a donné cette carte. Utilisez-la. Votre vie entière peut changer.